Dans cette vidéo, on va démontrer le lemme de Gauss par une méthode alternative à la méthode la plus usuelle. Le lemme de Gauss concerne l'arithmétique élémentaire et énonce la propriété suivante: si A, B et C sont des entiers, et si A divise le produit BC avec A et B promis entre eux, autrement dit le PGCD de A et de B est égal à 1, alors ça entraîne que A divise C. Autrement dit, si un nombre divise un produit de facteurs et qu'il est promis avec l'un des facteurs, c'est qu'il divise l'autre. Je fais un petit rappel de notation. La notation divise. Si x et y sont des entiers, j'écrirai donc x divise y avec une barre verticale, par définition, pour dire que y est un multiple de x, autrement dit par définition encore, eh bien qu'il existe un entier k tel que y soit égal à kx. On va parler maintenant d'entiers promis entre eux. La notation PGCD de A et de B est égale à 1, donc A et B sont des entiers, ne nécessite pas véritablement de connaître ce qu'est un PGCD. Ça signifie que A et B sont promis entre eux, et ça veut dire plus précisément, donc par définition, que si D est un diviseur commun de A et de B, alors D est, comme on dit, trivial, c'est-à-dire qu'il vaut plus ou moins 1. Autrement dit, les diviseurs communs à A et à B sont les diviseurs que n'importe quel nombre possède, à savoir donc 1 et moins 1. La démonstration classique du lemme de Gauss utilise ce qu'on appelle l'égalité de Bézout, donc qui dit la chose suivante: si je prends deux entiers A et B promis entre eux, alors il existe un entier U et un entier V, tel que la combinaison linéaire UA plus VB soit égale à 1. Autrement dit, si A et B sont promis entre eux, il existe un multiple de A et un multiple de B qui diffèrent juste d'une unité. D'ailleurs, on peut établir en fait que cette implication est même une équivalence. Donc c'est le passage par cette identité de Bézout qui rend la démonstration du lemme de Gauss indirecte. Je placerai en lien dans la description une vidéo qui propose cette démonstration. Dans ce qui suit, je vais proposer une preuve alternative, à vous de voir si elle vous semble plus directe. Cette preuve suppose néanmoins connue la division euclidienne dans l'ensemble des entiers. Donc j'ai rappelé l'assertion que l'on voulait démontrer. On remarque que si on change dans l'hypothèse A en moins A, l'hypothèse est toujours satisfaite, et par conséquent, on peut toujours supposer que A est positif ou nul. Alors, on va regarder le cas A égale 0, indépendamment du cas A strictement positif. Donc, si A est égal à 0, eh bien, ça veut dire que les entiers, donc 0 et B, sont promis entre eux. Or, B divise 0, B divise B. Donc ça entraîne que B est un diviseur commun de 0 et de B. Et par conséquent, comme 0 et B sont promis entre eux, bien j'en déduis que B est égal à plus ou moins 1. Or, par hypothèse, A divise BC, qui vaut donc plus ou moins C. Et si A divise plus ou moins C, évidemment, A divise C, qui est la conclusion recherchée. Donc, j'ai rappelé l'assertion qu'il fallait prouver. Et ça nous conduit à introduire l'ensemble grand A suivant, qui est formé donc des entiers x, tels que A divise Bx. Et ce qu'on va démontrer, en fait, c'est que A est inclus dans l'ensemble des multiples de petit a, donc que je note AZ. En effet, si ceci est satisfait, alors par hypothèse A divise BC, donc par définition de l'ensemble grand A, eh bien ça signifie que petit c appartient à grand A, mais on vient de supposer que grand A est inclus dans l'ensemble des multiples de petit a, donc ça veut dire que C appartient à AZ,
Et donc ça veut dire que A divise C, et c'est exactement ce que l'on veut prouver. J'ai rappelé la définition de notre ensemble grand A, et la démonstration va se faire en plusieurs étapes. Voici la première. Alors, on commence par constater que, bien évidemment, l'entier A divise l'entier BA. Donc, de ceci, je déduis par définition de l'ensemble grand A que petit a appartient à grand A. Donc, ceci me conduit à définir l'ensemble B des entiers naturels non nuls, vérifiant donc des entiers x, vérifiant A divise BX. Donc ce qu'on vient de prouver, c'est qu'en fait, petit a appartient à grand B, puisque on a supposé que petit a était strictement positif. Et donc ce qu'on va considérer, c'est le plus petit élément de cet ensemble d'entiers naturels qui n'est pas vide, et je vais lui donner un nom. Je vais appeler donc petit m le plus petit élément de B, donc le minimum de B. Et donc ça veut dire que M est un entier naturel non nul et qu'il vérifie A divise BM. Donc j'ai rappelé la définition de l'ensemble A, je vais me donner un élément X dans A, et on va prouver en fait que M divise X, autrement dit que X est un multiple de M. Pour cela, je vais faire la division euclidienne de X par M. Donc ça va donner X égale MQ plus R. Alors en fait, je vais plutôt écrire Q indice X et R indice X, car le quotient et le reste vont dépendre de X. Alors la division euclidienne ici est légitime, puisque M est un entier naturel non nul. Le reste, R indice X, est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à M. Et ce que je sais sur X, c'est qu'il est dans A, autrement dit, je sais que A divise BX. Donc, pour exploiter cette hypothèse, j'ai intérêt à multiplier par B les deux membres de l'égalité précédente. Donc, j'en déduis que BX est égal à BM QX plus BRX. Alors, ce que je sais, c'est que A divise BX, comme déjà signalé. A divise BM, car M, par hypothèse, est dans A. Et donc, j'en déduis que la différence BX moins BMQX, qui est égale à BRX, est un multiple de A par linéarité. Donc, pour dire les choses plus clairement, A divise BRX. Mais Rx est supérieur ou égal à 0, et il est surtout strictement inférieur à M. Et M a la propriété d'être strictement positif et minimal pour la propriété que A divise BM. Donc, il n'est pas possible que Rx soit strictement inférieur à M, à moins qu'il ne soit nul, puisque M est strictement positif. Donc, j'en déduis que Rx est égal à 0 par minimalité de M. Et donc, quand je remplace ça dans l'égalité qui est ici, je vois que x est égal à m q indice x. Comme petit a appartient à grand A, je peux appliquer ce qui précède avec x égale a. Donc j'en déduis, à partir de l'égalité qui est ici, que a est égal à m que multiplie q indice a. Mais en même temps, m appartient à a par construction de m. Donc j'en déduis par définition de a que a divise bm. Et je vais remplacer a par la valeur qui m'est donnée par cette égalité. Donc j'en déduis que m q indice a divise bm. Or m, qui apparaît de part et d'autre, est non nul, est strictement positif. Donc je vais pouvoir simplifier par m pour obtenir que qa divise b. Maintenant, si je regarde un petit peu plus haut,
eh bien je vois que le même QA est un diviseur de A. Par conséquent, je vois que QA est un diviseur commun de A et de B. Or, par hypothèse, A et B sont premiers entre eux, hein, le PGCD de A et de B est égal à 1, et donc si QA est un diviseur commun de A et de B, ça entraîne que QA est égal à plus ou moins 1. En remplaçant dans l'égalité qui est ici, eh bien, j'en déduis que A est égal à plus ou moins M. Or, par construction, A et M sont strictement positifs. Donc de tout ceci, je déduis que A égale M, ou encore que M est égal à A. On va être en mesure de conclure. Prenons un élément X appartenant à A. On a vu tout à l'heure au point numéro 2 que M divisé X, on avait obtenu ça en établissant que le reste Rx était nul. Or, à l'instant, on vient de prouver que M est égal à A. Donc j'en déduis que A divise X, ou dit autrement, X appartient à l'ensemble des multiples de A. Donc finalement, si on regarde ce qui a été prouvé, eh bien, on vient de prouver que tout élément X de A est dans l'ensemble des multiples de A, autrement dit, A est inclus dans l'ensemble des multiples de A à Z, et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer.